Ah, Dieu, que la guerre est jolie avec ses chants, ses longs loisirs, disait Guillaume Apollinaire. Il avait vu la guerre avec les yeux de l'Europe de 1914. Il mourut au mois de novembre 1918, quelques heures avant l'armistice, alors que le monde s'apprêtait à faire le bilan d'une épopée monstrueuse. La fleur au fusil, fraîche et joyeuse, la der des der. Dans un camp comme dans l'autre, au début de ce très bel été de 1914, on envisageait l'avenir comme une glorieuse partie de campagne. Du côté français, par exemple, l'armée en est encore au casque à crinière et aux pantalons Garance. Son chef, le général Joffre, la présente au ministre Étienne. Le Lorrain Poincaré, nouveau président de la République, assiste à de grandes manœuvres où les batailles se gagnent dans l'après-midi. Du côté anglais, même climat sportif. Voici comment on imagine la guerre dans les Highlands d'Écosse. Tout est prévu, même la sollicitude réglementaire dont bénéficieront les blessés si le malheur veut qu'il y en ait. En apparence, aucune époque ne semblait aussi peu faite pour la tragédie. L'Angleterre n'avait jamais été aussi anglaise. La Belgique, unanime autour de son roi Albert Ier, à l'abri d'une neutralité garantie par les grandes puissances, continue de ressembler à une toile de Frans Hals. Son folklore l'occupe presque autant que son avenir. La France, elle, vit toujours l'illusion de la belle époque. Faut-il rester fidèle aux robes de Vort? Faut-il être up-to-date et obéir à Paul Poiret qui veut libérer le buste et entraver les jambes? Grave problème. L'Allemagne de Guillaume II s'est donné pour chancelier le raisonnable et faible Bethmann Hollweg. L'été est chaud, la bière est fraîche. Chaque année, la population s'accroît de 800 000 âmes et les rumeurs de crise économique sont couvertes par les flonflons des concerts dominicaux. En Russie, les Romanov célèbrent un majestueux anniversaire. Depuis Michel III, c'est-à-dire 1613, la famille Romanov exerce sur la Russie un pouvoir absolu. La dynastie a 3 siècles.
Il lui reste 3 ans à vivre. Dans 3 ans, ces hommes et ces femmes suivront Nicolas II dans les fosses communes d'une révolution qu'il se refusait à imaginer, partageant en cela l'illusion générale d'un monde stable. Et pourtant, les oreilles attentives percevaient d'inquiétantes rumeurs du côté du Danube. En Autriche-Hongrie, François-Joseph n'est que le symbole en uniforme d'un empire dont chaque peuple aspire à l'indépendance. En fait, derrière François-Joseph, il y a l'armée de Guillaume II, qui a été portée au comble de sa puissance par la loi de janvier 1913. Le Kaiser a décidé de renflouer l'Autriche-Hongrie contre vents et marées. Son fils, le Kronprinz, commandeur des hussards de la mort, aime à répéter que l'épée remplace l'esprit. Notre avenir est sur les mers, a déclaré Guillaume II. À Londres, l'amirauté et les milieux d'affaires ont pris cette phrase pour un défi. Les défilés du 1er mai 1914 à Vienne confirment qu'entre la guerre et les hommes se dresse encore la barrière de l'internationale socialiste. Son porte-parole, Jean Jaurès, a prophétisé qu'en cas de conflit, toute la planète sera rougie du sang des hommes. À Berlin, en 1913, socialistes français et allemands ont conclu un pacte de fraternité. À Leeds, en Angleterre, les pacifistes jurent de déclarer la guerre à la guerre. De leur côté, les bellicistes ne manquent pas de ténors. Le plus sonore est Déroulède, dont l'idée fixe est la revanche. À son appel, les revanchards, comme on disait à l'époque, se retrouvent devant la statue de Strasbourg pour réclamer le retour de cette Alsace-Lorraine que Barrès a baptisée la terre de la longue souffrance. Le regard est fixé sur la ligne bleue des Vosges. À Longchamp, la traditionnelle revue, clou de la saison, est l'occasion pour les Parisiens d'acclamer cette armée renforcée par la loi des 3 ans et qui n'attend qu'un signe pour venger ses aînés de 70. Sur mer également, la France est puissante. Depuis 1 an, des accords navals la lient à l'Angleterre. La Home Fleet se charge de l'Atlantique, la flotte française monte la garde en Méditerranée. L'entente cordiale a maintenant 10 ans. Le président Poincaré la considère comme l'un des 2 garants de la sécurité française. L'autre atout majeur de la France est l'allié russe. On redoute quelque peu l'influence trouble de ce moine barbu, Raspoutine, qui se trouve au centre de toutes les intrigues. Mais on sait à Paris que le grand-duc Nicolas peut mobiliser 16 millions d'hommes au premier bruit de bottes venues de Prusse. Face à la triple entente, Guillaume II et François-Joseph ne perdent pas une occasion de proclamer la solidité de leur alliance.